Donc l'arthrose interpharyngéenne distale. Voilà, donc l'arthrose interpharyngéenne distale, elle est très fréquente, pas toujours ni douloureuse ni raide, et pourtant avec des destructions radiologiques qui sont importantes. Il est toujours important, quand on voit le patient, de bien différencier ce qui va être demande esthétique et ce qui est demande fonctionnelle. Parce qu'il y a un retentissement esthétique très souvent de ces nodules qu'on va retrouver autour de l'interpharyngéenne distale. On va avoir plusieurs techniques, globalement deux, la synovectomie émondage et puis l'arthrodèse. Synovectomie émondage, on la propose sur une interpharyngéenne distale qui est bien mobile et douloureuse. Ça ne sert à rien d'aller la faire sur une articulation qui a peu de débattement. L'arthrodèse sera plus efficace. Il faut une radio qui est globalement préservée, puisque aller faire une synovectomie émondage sur une articulation détruite ne va pas amener de résultat. Une déformation axiale modérée, ça c'est un petit peu plus accessoire. Les risques, décompensation douloureuse, qui est toujours possible. L'instabilité articulaire, surtout quand on est trop agressif sur l'émondage et qu'on va chercher les ostéophytes latéraux. Et l'échec antalgique, qui est finalement la complication la plus fréquente. Comment ça se déroule? Opération un abord de Beasley en face dorsale. Le tendon extenseur, il faut s'en méfier, il est très fin, il est souvent sur l'ostéophyte dorsal qu'il faut respecter. Et ne pas toucher les ostéophytes latéraux, puisqu'on risque de déstabiliser le plan ligamentaire. On va donc avec une petite bouge raboter les ostéophytes, enlever la synoviale, et on passe ensuite en dessous du tendon extenseur, c'est important, alors soit avec un ciseau à os, soit avec la gouge, ce qui permet de retirer l'ostéophyte à la face dorsale de P2, soit également à ramener toute la synoviale qui stagne sous le tendon, et ça, le ciseau à os est généralement assez efficace parce qu'il arrive à vous ressortir toute la synoviale que vous rattrapez à la pince gauche de l'autre côté. Le petit plus, c'est le lifting esthétique de la peau dorsale que je vous propose. C'est en fait utiliser l'incision de Beasley et enlever une petite languette de peau, qui est la zone hachurée dessinée sur le patient. Et en fait, ça vous ajoute en plus le doigt qui s'affine un petit peu et les gens sont assez friands de ça. Donc c'est pas très compliqué. Si vous recoupez les zones qui correspondent, ça se referme tout seul. Les kystes mucoïdes, ils sont souvent associés à l'arthrose. Ils sont à opérer quand ils sont gênants ou menacent de s'ouvrir. Il faut faire très attention à la matrice inguinale, vous le savez, quand on fait des kystes distaux comme ça qui font pression sur l'ongle, et ça se dissèque à l'aide de moyens grossissants. On va resurfacer par lambeau quand la peau est trop fragile pour cicatriser convenablement. On a différentes variantes de lambeaux, l'idée étant de les adapter en fonction de la taille du kyste et de la localisation. Il faut essayer de se faire un petit catalogue, en sachant que dans notre pratique, on privilégie les auto-ferments. Pourquoi? Parce que ça cicatrise plus vite, on n'a pas besoin de prise de greffe, c'est joli tout simplement. Donc on en utilise trois principalement, le zitellizimani, la rotation au hasard et le Houston dorsal, que vous allez voir là. Le zitellizimani, il est un peu difficile à dessiner, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter les critères, c'est un lambeau de chirurgie plastique utilisé souvent sur la face. Il faut bien respecter les critères, sinon ça ne ferme pas. Donc il faut vraiment faire le dessin à l'avance. On s'en sert typiquement sur les petits kystes latéraux. Et par la rotation et souvent quelques petits ajustements, on peut avoir des résultats qui sont tout à fait esthétiques comme vous avez avant. Le lambeau de rotation au hasard, c'est un lambeau tout-terrain, c'est super facile. Vous utilisez donc un grand lambeau de rotation avec une petite résection sur la zone de virage. C'est un des plus anciens lambeaux disponibles. Et on peut recouvrir des zones qui sont assez importantes. Souvent sur le kyste central, c'est pas mal. Là aussi, avec un bon résultat, vous avez le lifting qui est automatique. Le Houston dorsal, on peut l'utiliser avec ou sans la greffe de peau. On s'en sert pour les kystes les plus volumineux parce qu'il bouge, il avance de beaucoup. Donc on a une grande sûreté quant à la qualité de la couverture. Il se dissèque au ras du péritendon exactement comme le lambeau d'urgence. D'habitude, on dit qu'il faut une greffe de peau. En pratique, on n'est pas du tout obligé. Ce qu'on fait, c'est qu'on généralement on mobilise la peau qui est en dessous de P1, parce que là il y a une petite réserve, et ça nous permet de faire plutôt une rotation-translation. Alors on vous dit dans les livres que ça tire sur la peau dorsale, ça c'est l'illustration typique que ça ne tire pas toujours. Donc si on peut réussir très bien à fermer de manière tout à fait directe, et le patient s'en trouve avec une cicatrisation qui s'accélère encore. L'arthrodèse interpharyngéenne distale, articulation qui est raide et douloureuse, radiographie qui est un petit peu avancée, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de chances d'être soulagé par la synovectomie. Déformation axiale très importante, surtout sur l'index, le troisième rayon. Les risques, vous les connaissez, donc ceux d'arthrodèse, autour de 10%, complications du matériel. Et un petit peu plus important à prévenir pour le patient, c'est qu'il va être gêné dans les prises de précision, ramasser des pièces, ramasser pour la couture, des choses comme ça, parce qu'on a besoin de cette petite mobilité pour la finesse d'exécution. Donc l'arthrodèse va faire perdre une certaine aisance.
Alors c'est toujours la grande question du choix de l'angle. On peut le choisir fonctionnel, c'est-à-dire en légère flexion, croissante depuis l'index jusqu'au 5e doigt, ou alors esthétique. On a clairement fait le choix de l'esthétique, puisque souvent, quand on les arthrodèse en position fonctionnelle, les gens sont déçus du résultat, surtout chez les femmes. Du choix de l'angle découle également le choix du matériel, puisque vous allez pouvoir prendre des vis, des broches, d'autres choses, et ça va définir également ce que vous allez pouvoir en faire. Donc, notre choix généralement premier, c'est la vis autocompressive RX2. Alors pourquoi celle-ci? Parce qu'elle nous permet un vissage axial. On vous a dit qu'on fait le parti pris d'une arthrodèse esthétique. L'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est autocompressive, donc elle vous augmente les chances de consolidation. Elle est l'exact opposé en termes de forme de la vis de scaphoïde normale, c'est-à-dire que ce que vous allez avoir au niveau de la houppe phalangienne et en bout de doigt, c'est la partie la plus fine de la vis. C'est-à-dire qu'elle est moins encombrante en extrémité, elle est moins gênante. Le diamètre en plus est un petit peu plus fin, donc il est adapté pour l'interface interphalangienne distale. La vis, l'intérêt c'est que vous n'avez pas d'ablation de matériel, qu'on a peu de complications et que le montage est extrêmement stable. Alors la manière de la mettre, donc pareil, biselet, lifting et l'émondage, là par contre il peut être beaucoup plus agressif puisque vous n'avez plus besoin des ligaments latéraux, donc généralement les doigts sont beaucoup plus fins, beaucoup plus jolis à la sortie. Les astuces, parce que c'est une opération aussi astuce pour que ça se fasse bien, plutôt résection articulaire à l'aide de la pince, listonne ou bouge, plutôt qu'au moteur. Pourquoi? Parce que quand vous avez des destructions, déjà première chose, vous ne faites pas chauffer l'os, donc c'est un peu mieux pour la consolidation. Deuxième chose, quand vous avez en plus de temps en temps la base de P3 qui est tulipée par l'arthrose, l'avantage de faire à la pince, c'est que ça vous permet de faire une surface qui est un petit peu ronde sur la tête de P2 et un petit peu concave sur la base de P3. Et elles vont venir s'emboîter tout naturellement. Si vous coupez tout simplement tout droit, vous allez vous retrouver avec un gap et vous allez raccourcir le doigt. Donc ça, c'est pour ça que la pince, elle offre un petit peu plus de souplesse là-dessus. Le centrage de la broche guide, donc on la rentre en va-et-vient, c'est extrêmement important puisque votre vis va suivre cette broche, il faut qu'elle soit pile au centre. La mesure est un peu rustique parce qu'en fait la mesure de longueur va se faire sur scopie en parallèle et l'idée c'est de faire une prise du filetage proximal de la vis à l'intérieur du sablier de P2 parce qu'en fait c'est là qu'elle va être le plus coincée dans la zone endomédulaire. Si vous allez un petit peu plus proximal à la base de P2, vous allez vous retrouver dans la zone métaphysaire, donc on peut avoir un petit peu de balayage sur le bout de vis, c'est pour ça qu'il vaut mieux la remonter un tout petit peu. Alors souvent quand on introduit cette vis, on finit par buter à un moment. On bute une première fois généralement au moment où on rentre dans la tête de P2 et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est retirer un petit peu la broche guide parce qu'elle a tendance, c'est des broches qui sont très fines, elles ont tendance à se plier un petit peu. On la retire, elle rentre dans la vis et vous arrivez à passer dans la deuxième phalange. Enfin, quand vous avez une bonne compression, vous contrôlez toujours la convergence du doigt à la fin. Si vous avez quelques degrés de trouble de convergence, c'est pas grave. Vous tournez simplement sur le bout du doigt et ça va se réajuster. Sans que ça compromette quoi que ce soit de la tenue. Donc les broches pour nous, c'est le deuxième choix, sauf si vous avez pris le parti d'une arthrodèse fonctionnelle, auquel cas c'est votre premier choix, en dehors d'un plan particulier type Excuse. Nous on s'en sert en pratique surtout dans les cas particuliers. Qu'est-ce que ça va être comme cas particulier? Première chose, les petits os, parce que c'est vrai que la vis reste néanmoins volumineuse par rapport à des interphalangiennes de D5, par rapport à des petites mains. À ce moment-là, il vaut mieux la sécurité de garder de l'os, puisque ce que vous voulez c'est une arthrodèse, donc il faut que vous ayez de l'os qui consolide. Quand le stock osseux est douteux, ou que vous avez besoin d'une greffe, comme là, on a un volumineux kyste au niveau de la tête de P2, il y a une petite greffe radiale qui est interposée, on utilise la broche. Le risque infectieux qui est connu, parce que si vous infectez une vis qui occupe une bonne partie du calibre de la phalange, c'est plus grave que si vous avez des broches que vous pouvez facilement retirer. Et enfin, si vous avez envisagé une prothèse IPP au-dessus, il est toujours préférable de pouvoir retirer le matériel facilement pour pouvoir implanter votre prothèse. La technique, elle est à peu près similaire, sauf puisque vous faites des brochages en va-et-vient divergents, donc un axial et un qui fait anti-rotatoire. Donc en conclusion, au final, l'arthrose interphalangienne distale fréquente mais peu opérée. Les kystes, surtout, essayez de trouver des lambeaux qui sont auto-fermants, vous verrez, c'est vraiment beaucoup plus satisfaisant. Synovectomie pour les arthroses mobiles, en sachant qu'il y a quand même beaucoup d'échecs sur les douleurs, et l'arthrodèse avec vissage esthétique lifting et broche en deuxième option. Merci.